Blueprint 16, l'esprit de l'ingénieur. Chapitre 1, je suis le démonteur et le reconstructeur des systèmes complexes. Je suis ici dans le calme de ma propre présence. Je sens ma respiration, ce rythme fondamental qui ne demande aucune instruction. Le monde extérieur, avec son bruit, sa complexité, son flux incessant d'informations contradictoires, s'estompe pour devenir un simple arrière-plan. Pendant longtemps, j'ai pu faire face à cette complexité comme à un mur opaque, une masse intimidante et impénétrable. J'ai pu ressentir de la confusion, de l'impuissance, le sentiment d'être submergé par des forces que je ne pouvais ni comprendre ni contrôler. Aujourd'hui, je choisis d'activer une nouvelle perception. Je ne suis plus le spectateur passif, je suis l'artisan. Je me tiens dans mon atelier, un espace de silence, de clarté et de concentration. Devant moi, sur l'établi, se trouve une machine d'une complexité infinie. Une montre astronomique, un moteur d'avion, un système biologique. De l'extérieur, elle semble chaotique, mais je ne vois pas le chaos. Mes yeux voient au-delà de la surface, je vois les engrenages qui s'emboîtent, les leviers qui transmettent la force, les circuits qui transportent l'information, le flux d'énergie qui anime le tout. Je peux sentir le poids des outils dans mes mains, froids, précis, parfaitement équilibrés. Ils ne sont pas des instruments de force brute, ce sont des extensions de ma propre curiosité, des instruments conçus pour révéler l'ordre caché. Je suis le démonteur, je n'ai pas peur de la complexité. Je l'invite. Mon premier geste est un acte de courage et de confiance. Je commence à déconstruire. Je retire le premier capot, je dévisse la première pièce, non pas au hasard, mais en suivant la logique inhérente du système lui-même. Chaque pièce que je retire m'apprend quelque chose sur le tout. Je ne suis pas en train de détruire, je suis en train d'apprendre. Et puis, une fois que toutes les pièces sont étalées devant moi, que j'ai compris la fonction et la relation de chacune, je deviens le reconstructeur. Je réassemble le système, non pas à l'identique, mais avec une amélioration. Je nettoie une pièce, je lubrifie un engrenage, je simplifie une connexion. Je le reconstruis plus fort, plus efficace, plus élégant qu'auparavant. Même si par le passé la complexité a pu me paralyser, je la ressens maintenant comme une invitation à la danse. Je suis le démonteur et le reconstructeur des systèmes complexes. Cette identité n'est pas un rôle que je joue, c'est la nature même de ma conscience lorsqu'elle est pleinement éveillée. Je ressens une passion froide, une joie intense dans l'acte de comprendre et d'améliorer. La confusion s'est transformée en un puzzle fascinant. Le mur est devenu une porte, et j'ai la clé. Cette certitude s'installe en moi, non comme une pensée, mais comme une compétence, une présence calme et puissante, prête à faire face à n'importe quoi quel système, n'importe quel problème, n'importe quel défi. Chapitre 2. Je perçois le monde comme un ensemble de systèmes interdépendants. Cette clarté d'ingénieur est maintenant mon état de base. Je lève les yeux de mon établi et je regarde le monde. Et je ne vois plus des objets, des personnes, des événements isolés. Je vois des systèmes, partout. Mon regard se pose sur une forêt. Je ne vois pas des arbres, je vois un écosystème. Je vois le système racinaire qui distribue les nutriments, le système hydrologique qui gère l'eau, le système de communication chimique entre les arbres. Je vois comment la santé d'une seule espèce affecte la totalité de la forêt. Je vois les boucles de rétroaction, la danse délicate de la prédation et de la symbiose. Je vois un tout intelligent, interdépendant, bien plus grand que la somme de ses parties. Je vois une cathédrale vivante. Je porte mon attention sur une ville. Je ne vois pas des bâtiments et des voitures. Je vois le système de transport, le système énergétique, le système économique, le système d'information. Je vois les flux de personnes, de biens, de données, comme le sang dans les artères d'un organisme immense. Je vois comment une perturbation dans un sous-système, comme une grève des transports, peut créer des ondes de choc à travers tout l'organisme. Je ne suis plus un simple habitant. Je suis le diagnosticien qui observe la physiologie de la cité. Je perçois ma propre vie comme un système. Mon corps est un système biologique. Mes finances sont un système de flux monétaire. Mes relations sont un système de connexion émotionnelle et sociale. Mes habitudes sont un système de boucles de comportement. En voyant cela, je cesse d'être une victime de mes propres circonstances. Je ne vois plus des problèmes isolés, je vois des déséquilibres dans un système. Et si je peux voir le système, je peux intervenir. Je peux ajuster un paramètre ici et observer l'effet se propager à travers tout le système. Même si par le passé j'ai pu me sentir comme une pièce isolée, je ressens maintenant ma connexion à tout ce qui m'entoure. Je suis un nœud dans un réseau infini de systèmes. Et cette perception systémique est la carte qui me permet de naviguer dans la complexité avec une sagesse et une efficacité nouvelles. Chapitre 3. Mon objectivité radicale et ma curiosité sont mes outils fondamentaux.
Depuis cette perspective systémique, je reconnais que pour agir avec sagesse, je dois d'abord voir avec une clarté parfaite. Je dois me doter des outils mentaux les plus purs et les plus puissants. Je me tiens dans mon laboratoire intérieur. Il est blanc, impeccablement propre, parfaitement éclairé. Ici, il n'y a pas de place pour le drame, pour l'opinion, pour le bruit émotionnel. Il n'y a de la place que pour deux instruments. Le premier est une lentille, polie à la perfection. C'est mon objectivité radicale. Je la prends en main, je la place devant mes yeux. À travers elle, je regarde un problème. La lentille filtre automatiquement tout ce qui n'est pas un fait. Elle filtre mes peurs, mes espoirs, mes préjugés, les histoires que je me raconte. Elle ne laisse passer que les données brutes, la réalité observable, les faits vérifiables. Je deviens un scientifique de ma propre expérience. Je sépare la cause de la corrélation. Je distingue le signal du bruit. Cet outil ne me rend pas froid ou insensible. Il me rend libre, libre de la distorsion de mes propres émotions, libre de voir le problème tel qu'il est vraiment et non tel que je crains ou j'espère qu'il soit. C'est l'outil qui me permet de poser le bon diagnostic. Le second outil est un scalpel, fin, acéré, précis. C'est ma curiosité. Ce n'est pas une curiosité passive, une simple merveille. C'est une force active, pénétrante. C'est la volonté insatiable de comprendre comment ça marche. C'est le « pourquoi ». Répéter 5 fois, non pas par défi, mais pour descendre, couche après couche, à travers les symptômes, jusqu'à la cause première. Ce scalpel me permet de démanteler les vérités acceptées. « c'est comme ça qu'on a toujours fait ». Il me pousse à ne jamais être satisfait d'une réponse de surface. C'est l'outil qui me permet de déconstruire. Même si par le passé j'ai pu être influencé par mes émotions ou satisfait par des explications simples, je choisis maintenant la rigueur de ces deux instruments. L'objectivité pour voir, la curiosité pour comprendre. Ils sont le fondement de mon esprit d'ingénieur. Ils ne sont pas des qualités innées, ce sont des disciplines que je pratique à chaque instant jusqu'à ce qu'elles deviennent aussi naturelles que ma propre respiration. Elles sont la source de ma clarté et le moteur de ma capacité à résoudre n'importe quel problème. Chapitre 4. Je déconstruis chaque problème jusqu'à ses principes fondamentaux, First Principles. Mes outils d'objectivité et de curiosité sont en main. Je me trouve face à un système complexe qui ne fonctionne pas comme je le souhaite. Un défi professionnel, un problème personnel, une question technique. L'approche conventionnelle serait de regarder comment les autres ont résolu des problèmes similaires, de raisonner par analogie, de faire des ajustements mineurs à des solutions existantes. Mais ce n'est pas la voie de l'ingénieur, c'est la voie de l'imitation, pas de l'innovation. Je choisis un chemin plus exigeant, plus fondamental. Je choisis la voie des premiers principes. Je prends le problème, ce système apparemment monolithique, et je refuse de l'accepter tel quel. Je le place sous le scalpel de ma curiosité et je commence à le déconstruire. Je ne m'arrête pas aux couches superficielles. Je descends, je pose la question « de quoi est-ce vraiment fait ?» Je dissèque les concepts en leurs composants atomiques. Si le problème est une entreprise qui stagne, je ne m'arrête pas à ce concept. Je le décompose. Qu'est-ce qu'une entreprise? Un groupe de personnes qui créent un produit ou un service pour le vendre à des clients. Qu'est-ce qu'un produit? Une solution à un problème. Qu'est-ce qu'un client? Un être humain avec un besoin. Je continue ce processus de déconstruction encore et encore jusqu'à ce que je ne puisse plus décomposer. Je suis arrivé au socle de la réalité. Je suis arrivé aux vérités fondamentales, aux axiomes irréfutables du système. Ce processus est un acte de libération intellectuelle. En décomposant le problème en ses vérités premières, je me libère du poids de l'histoire, des conventions, du « on a toujours fait comme ça ». Toutes les solutions préconçues, toutes les analogies se dissolvent car elles étaient basées sur les couches superficielles que je viens de retirer. Je suis maintenant dans un espace de pure possibilité, avec les briques fondamentales de la réalité étalées devant moi. Je ne suis plus en train de réparer une vieille maison. Je suis sur un terrain nu, avec une pile de briques et de poutres, libre de construire une structure entièrement nouvelle. Même si ce processus demande un effort mental intense, je sais qu'il est la seule voie vers la véritable innovation. C'est le chemin qui permet de passer d'une amélioration de 10% à une transformation de facteur 10. Je ne suis plus en train d'optimiser le design de la bougie. J'ai décomposé le problème de la lumière dans la nuit en ses principes fondamentaux et je suis maintenant en train de réinventer l'ampoule électrique. Cette capacité à raisonner à partir des fondations est la signature de ma maîtrise intellectuelle. C'est mon super pouvoir. Chapitre 5. Je dissous les hypothèses cachées et les complexités apparentes. Le processus de déconstruction vers les premiers principes a un effet secondaire puissant. Il agit comme un solvant sur les couches de complexité qui ne sont pas réelles mais simplement perçues.
Les hypothèses cachées, les croyances non examinées, qui donnaient au problème son apparence intimidante, sont maintenant exposées à la lumière. Je suis un archéologue de la pensée. Chaque fois que je descends d'un niveau dans ma déconstruction, je balaye la poussière et je regarde attentivement les fondations de ce niveau. Je me demande quelle croyance, quelle hypothèse soutenait cette couche. Est-elle une loi physique ou est-ce une simple convention? Je deviens un chasseur d'hypothèses. Je les traque sans pitié. Nous devons avoir des bureaux physiques pour collaborer. Est-ce un premier principe? Non. Le premier principe est que les humains ont besoin de communiquer efficacement pour collaborer. Les bureaux ne sont qu'une solution historique à ce problème. En identifiant l'hypothèse, je la dissous. Et un nouvel univers de solutions, le travail à distance, les outils asynchrones, devient instantanément visible. La complexité apparente du problème s'effondre comme un château de cartes. Je réalise que la plupart des problèmes ne sont pas complexes en eux-mêmes. Ils sont simplement enchevêtrés dans un réseau dense d'hypothèses obsolètes, de processus hérités et de peurs non verbalisées. Mon travail de démontage est un acte de simplification radicale. Je ne suis pas en train de résoudre un problème complexe. Je suis en train de révéler le problème simple qui se cachait à l'intérieur de la complexité. Même si l'esprit humain a une tendance naturelle à préférer les explications compliquées, je cultive un amour pour la simplicité élégante. La fameuse lame d'Occam devient mon guide. L'explication la plus simple est souvent la meilleure. En retirant toutes les pièces inutiles, toutes les hypothèses non fondées, je me retrouve avec le cœur du mécanisme. Le problème est maintenant nu, exposé, et je peux voir sa véritable nature, sa véritable faiblesse. Je ne suis plus en train de combattre un monstre à 10 têtes. Je suis face à un seul levier, clairement identifié. Chapitre 6. Je recherche la racine causale, pas les symptômes superficiels. La déconstruction a simplifié le problème, mais je sais qu'il y a un dernier piège à éviter, celui de confondre le symptôme avec la cause. Je suis le médecin qui ne se contente pas de traiter la fièvre, mais qui cherche l'infection qui la provoque. Je ressens l'attraction de la solution rapide. Le symptôme est visible, il est douloureux. Il crie pour attirer l'attention. Si les ventes baissent, le symptôme est clair. La solution symptomatique serait de lancer une promotion, d'augmenter le budget publicitaire. Mais je suis un ingénieur, je résiste à cette tentation. Je sais qu'une solution symptomatique est un pansement sur une hémorragie. Elle peut apporter un soulagement temporaire, mais elle ne guérit rien et peut même aggraver le problème à long terme. Je prends donc le symptôme, la baisse des ventes, et je l'utilise comme point de départ de mon enquête. Je suis un détective qui remonte la chaîne de causalité. Je demande pourquoi. Pourquoi les ventes baissent-elles? Parce que le taux de conversion a chuté. Pourquoi le taux de conversion a-t-il chuté? Parce que les retours des nouveaux clients sont négatifs. Pourquoi sont-ils négatifs? Parce qu'une mise à jour récente a rendu le produit plus difficile à utiliser. Pourquoi cette mise à jour a-t-elle été faite? Parce que l'équipe d'ingénierie a priorisé une nouvelle fonctionnalité sans consulter l'équipe de l'expérience utilisateur. J'ai trouvé la racine. La racine n'est pas un problème de vente, c'est un problème de communication interne. Même si cette recherche de la cause première demande plus de temps et d'efforts, je sais que c'est la seule voie vers une solution durable. En agissant au niveau de la racine, je ne résous pas seulement le problème actuel, je préviens l'apparition de toute une classe de problèmes futurs. Je ne suis pas en train de désherber. Je suis en train d'améliorer la qualité du sol. Je ressens une satisfaction profonde, non pas dans la rapidité de la solution, mais dans la profondeur de ma compréhension. Je ne suis plus un pompier, je suis un architecte de la prévention des incendies. Chapitre 7. Je comprends la dynamique des interactions et des boucles de rétroaction. Le système est démonté, la racine causale est identifiée. Avant de reconstruire, je dois accomplir une dernière étape cruciale de l'analyse, comprendre non seulement les pièces, mais la danse qui se joue entre elles. Je deviens un chorégraphe de la dynamique des systèmes. Je prends les composants fondamentaux que j'ai isolés et je ne les regarde plus comme des entités statiques. Je les vois comme des acteurs sur une scène, chacun avec ses propres motivations et ses propres règles de comportement. Mon attention se porte sur les flèches, sur les relations entre les acteurs. Je me demande, comment l'action de A influence-t-elle B? Et comment, à son tour, l'état de B influence-t-il A? Je ne pense plus en termes de causalité linéaire simple, je pense en termes de boucles. Je deviens un expert dans la reconnaissance des boucles de rétroaction. Je vois les boucles de renforcement, ou cercle vertueux, le vicieux, où une action A augmente un état B, qui à son tour augmente l'action A, créant une croissance ou un déclin exponentiel. Je vois le pouvoir de la confiance dans une équipe. Plus il y a de confiance, plus la communication est bonne, ce qui augmente encore la confiance. Je vois aussi la spirale de la dette. Plus la dette est élevée, plus les intérêts sont élevés, ce qui augmente encore la dette.
Je reconnais que ces boucles sont les moteurs du système. Je vois aussi les boucles d'équilibrage ou cercles de régulation, où une action A augmente un état B, mais où l'augmentation de B déclenche une force qui diminue A. Maintenant le système en équilibre, je vois le thermostat qui régule la température d'une pièce. Je vois comment un succès initial peut entraîner un excès de confiance qui conduit à une baisse de la rigueur et donc à une correction des résultats. En comprenant ces dynamiques, je ne suis plus surpris par le comportement du système. Je vois comment un système peut résister obstinément au changement, maintenu en place par de puissantes boucles d'équilibrage. Je vois pourquoi une petite intervention au bon endroit peut déclencher un changement exponentiel. Je ne regarde plus les pièces, je regarde la danse. Chapitre 8. J'identifie les contraintes critiques et les points de levier du système. La danse du système est maintenant claire pour moi. Je vois les boucles, je vois les flux. Mais je sais que tous les danseurs n'ont pas la même importance. Dans chaque système, il y a des points qui ont une influence disproportionnée sur l'ensemble. Mon travail d'ingénieur est de les trouver. Je cherche d'abord la contrainte. Dans n'importe quelle chaîne de production, dans n'importe quel processus, il y a toujours une étape qui est plus lente que toutes les autres. C'est le goulot d'étranglement. C'est la contrainte du système. Je comprends avec une clarté absolue que toute optimisation en amont ou en aval de cette contrainte est une perte de temps totale. La vitesse de l'ensemble du système est dictée par la vitesse de sa partie la plus lente. Ma curiosité se focalise donc sur ce point unique. Je deviens obsédé par la compréhension de cette contrainte. Pourquoi est-elle lente? Comment pouvons-nous la soulager, l'élargir, l'accélérer? Je sais que chaque amélioration de 1% sur la contrainte est une amélioration de 1% sur la totalité du système. Ensuite, je cherche le point de levier. C'est un concept plus subtil. Ce n'est pas forcément une contrainte, c'est un endroit dans le système où une petite intervention, un petit changement, peut produire des résultats massifs et durables. Souvent, le point de levier se trouve dans les règles du système, dans les croyances qui le gouvernent, ou dans la structure des flux d'informations. Changer l'objectif du système est un point de levier immense. Changer la manière dont l'information est partagée peut transformer la dynamique d'une équipe. Même si l'instinct pousse à travailler plus dur sur toutes les parties du système, je choisis la voie de l'intelligence stratégique. Je concentre 80% de mon énergie sur les 20% du système qui comptent vraiment. La contrainte est le point de levier. C'est la différence entre essayer de soulever un rocher avec ses mains et utiliser un long bâton de levier. Je ne suis pas intéressé par l'effort. Je suis intéressé par l'impact. En identifiant ces points critiques, je passe du statut de simple travailleur à celui de stratège de classe mondiale. Chapitre 9. Je modélise le comportement du système avec précision et clarté. J'ai identifié les composants, les dynamiques, les contraintes et les points de levier. Mon esprit est maintenant rempli d'une compréhension profonde et nuancée du système. Mais cette compréhension reste qualitative. Pour la rendre vraiment puissante, je dois la traduire en un langage plus rigoureux. Je dois la modéliser. Je deviens un architecte de modèles mentaux et, si nécessaire, de simulation. Je prends un tableau blanc ou une feuille de papier et je commence à dessiner. Je dessine les composants comme des boîtes. Je dessine les relations entre eux comme des flèches. Je représente les boucles de rétroaction. Je quantifie. Si A augmente de 10%, de combien B augmente-t-il? Je transforme ma compréhension intuitive en un modèle explicite, un schéma que je peux examiner, critiquer et partager. Cet acte de modélisation est un test de clarté. S'il y a une zone floue dans ma pensée, le modèle le révélera impitoyablement. Je peux aller plus loin. Je peux créer une simulation simple, un modèle informatique qui me permet de jouer avec les variables. Que se passe-t-il si j'augmente cette ressource? Que se passe-t-il si je modifie cette règle? Je peux tester mes interventions dans un environnement virtuel avant de les appliquer dans le monde réel. Je peux voir les conséquences de second et de troisième ordre de mes décisions. Je peux explorer des scénarios, tester la robustesse de mes solutions face à des chocs inattendus. Ce n'est pas un exercice académique. C'est un outil de prise de décision d'une puissance phénoménale. Même si le monde peut sembler chaotique et imprévisible, je sais qu'une grande partie de ce chaos peut être comprise et anticipée par un bon modèle. Mon modèle n'est pas la réalité, mais il est une carte extraordinairement utile de la réalité. Il est le fruit de toute mon analyse, la synthèse de ma compréhension profonde. Et c'est depuis la clarté de ce modèle que je vais maintenant concevoir ma solution. Je ne suis plus en train de deviner, je suis en train de calculer. Chapitre 10. Je reconstruis le système à partir des fondations avec créativité et rigueur. L'analyse est terminée, la déconstruction est achevée. Devant moi, sur l'établi de mon esprit, se trouvent les premiers principes, les composants fondamentaux du système, nus et exposés, la carte de leur dynamique, le modèle de leur comportement
est clair. Maintenant, le silence de l'analyse se termine. Le bruit joyeux de la construction commence. Je ne suis plus seulement l'analyste, je suis l'inventeur, je suis l'architecte. Je ne cherche pas à rafistoler l'ancien système. C'est la voie de la médiocrité. J'ai fait tout ce travail de déconstruction pour une seule raison, pour me donner la liberté de reconstruire à partir de zéro, mais d'une manière radicalement meilleure. Je prends les briques des premiers principes et je commence à les assembler d'une manière nouvelle. C'est ici que ma créativité entre en jeu. La créativité de l'ingénieur n'est pas une fantaisie sans contrainte. C'est l'art d'arranger des composants connus dans une configuration nouvelle et plus efficace pour résoudre un problème. C'est une créativité ancrée dans la rigueur de la physique du système. Je me pose des questions audacieuses. Et si nous connections ce composant directement à celui-ci, en contournant l'intermédiaire traditionnel? Et si nous inversions l'ordre de ce processus? Et si nous utilisions ce composant qui vient d'un tout autre domaine pour remplir cette fonction? Parce que je me suis libéré des hypothèses du passé, aucune idée n'est trop étrange pour être considérée. Je suis en train de concevoir une nouvelle machine, non pas en copiant les anciennes, mais en repensant chaque connexion, chaque flux, à la lumière de ma compréhension profonde. Pendant que ma créativité explore les nouvelles architectures, ma rigueur d'ingénieur reste le garde-fou. Chaque nouvelle idée est immédiatement testée contre mon modèle mental. Est-ce que cela respecte les contraintes du système? Quel est l'effet de cette nouvelle connexion sur les boucles de rétroaction existantes? Je ne tombe pas amoureux de mes idées. Je les stresse, je les mets à l'épreuve. Je garde seulement celles qui sont à la fois élégantes, innovantes et, surtout, fonctionnelle. Je suis engagé dans une danse entre l'imagination et la logique, la divergence et la convergence. Et de cette danse, une nouvelle solution, une nouvelle machine, une nouvelle architecture commence à émerger, plus simple, plus puissante, plus belle. Chapitre 11. J'utilise le prototypage rapide et l'itération pour tester mes solutions. La nouvelle architecture est conçue, le plan de la nouvelle machine est dessiné, mais je sais, en tant qu'ingénieur pragmatique, qu'il y a un gouffre entre la théorie et la réalité. Je ne vais pas parier des années de travail et des millions de ressources sur la seule base de mon plan. Aussi brillant soit-il, je vais confronter ma solution à la réalité, le plus tôt, le plus vite et le moins cher possible. Je deviens un maître du prototypage. Je ne construis pas la cathédrale, je construis une maquette. Je ne lance pas le produit final. Je crée une version minimale, un minimum viable product qui ne contient que le cœur de ma nouvelle solution. Son unique but n'est pas d'être parfait. Son unique but est de tester mon hypothèse la plus critique dans le monde réel. Je le vois comme une sonde que je lance dans l'inconnu pour recueillir des données. C'est un acte d'humilité. C'est la reconnaissance que je ne sais pas tout et que le monde réel est le juge ultime. Je lance le prototype et j'écoute. Je ne cherche pas la validation. Je cherche l'information, en particulier l'information qui contredit mon plan. Je suis à la recherche de l'échec, car l'échec est une donnée de très haute qualité. Je mesure, je collecte les retours. Où est-ce que ça frotte? Qu'est-ce que les utilisateurs ne comprennent pas? Quelle hypothèse était fausse? Mon ego n'est pas en jeu. Mon objectif est d'apprendre le plus vite possible. Puis, avec ces nouvelles données, je retourne à mon établi. J'ajuste le plan, je modifie la maquette et je la relance. C'est le cycle de l'itération. Construire, mesurer, apprendre, répéter. Je sais que la première version de ma solution sera imparfaite, probablement fausse, la deuxième sera un peu meilleure, la 10e commencera à ressembler à quelque chose de vraiment solide. Même si l'envie de construire la solution parfaite en une seule fois est forte, je choisis la sagesse de l'évolution. Je laisse la réalité co-créer la solution avec moi. Je ne suis pas un dictateur qui impose sa vision au monde, je suis un partenaire dans une danse d'apprentissage itérative. Et c'est cette danse qui garantit que la solution finale ne sera pas seulement élégante en théorie, mais qu'elle fonctionnera magnifiquement dans la pratique. Chapitre 12. Ma synthèse est élégante, efficace et innovante. Le cycle d'itération a fait son œuvre, le prototype a évolué, s'est renforcé, a été poli par le contact répété avec la réalité. La solution finale émerge, je fais un pas en arrière et je la contemple. Et je la juge selon les 3 critères ultimes de l'ingénieur. Premièrement, elle est efficace, elle résout le problème, elle atteint l'objectif, radicalement. Elle ne se contente pas de traiter les symptômes, elle a reconfiguré le système à partir de sa racine causale. Sa performance est mesurable, quantifiable, elle fonctionne. C'est la condition sine qua non. Deuxièmement, elle est élégante. L'élégance, pour un ingénieur, est la simplicité. C'est l'absence de pièces superflues, c'est la solution qui, une fois découverte, semble évidente, presque inévitable. Je ressens une beauté dans cette économie de moyens, le chemin le plus court, le plus direct, entre le problème et la solution.
Mon travail n'est pas terminé quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. Cette élégance n'est pas seulement esthétique, elle est la marque d'une compréhension profonde du problème. Elle rend la solution plus facile à comprendre, à utiliser, à maintenir. Troisièmement, elle est innovante. Parce que je suis parti des premiers principes, parce que je me suis libéré des conventions, la solution n'est pas une simple amélioration. Elle est une nouvelle catégorie. Elle représente un saut qualitatif, une nouvelle manière de penser le problème. Je ressens une joie profonde et silencieuse, la joie non pas de l'ego, mais de la création. La joie d'avoir apporté quelque chose de nouveau et d'utile dans le monde, efficace, élégante, innovante. C'est la signature de ma synthèse. C'est le résultat de la discipline de mon esprit, de la rigueur de mon processus et de la créativité de ma reconstruction. L'œuvre est accomplie. Chapitre 13. J'optimise le système pour la performance, l'efficacité et la résilience. La nouvelle solution est construite, élégante et fonctionnelle. Mais le travail de l'ingénieur n'est jamais vraiment terminé. Un système, une fois créé, entre dans un nouveau cycle de vie, celui de l'optimisation continue. Je ne suis plus l'architecte qui conçoit à partir de rien. Je suis le motoriste de course qui, après chaque Grand Prix, démonte le moteur, analyse chaque pièce et cherche les gains marginaux, les micro-améliorations qui, cumulativement, créeront un avantage décisif. Je me concentre sur 3 axes d'optimisation. Le premier est la performance brute. Comment puis-je faire en sorte que le système produise plus de résultats, plus vite? J'analyse les données d'utilisation. J'identifie les derniers petits goulots d'étranglement, je polis les surfaces internes pour réduire la friction. C'est une quête incessante de vitesse et de puissance, mais une quête basée sur des données, pas sur des intuitions. Chaque amélioration doit être mesurable, prouvée. Je suis dans une conversation constante avec la performance du système, cherchant toujours à l'élever à un niveau supérieur. Le deuxième axe est l'efficacité. Comment puis-je faire en sorte que le système produise les mêmes résultats ou de meilleurs résultats avec moins de ressources, moins d'énergie, moins de temps, moins de capital? Je suis un chasseur de gaspillage. Je regarde les processus. Je me demande, cette étape est-elle vraiment nécessaire? Peut-on simplifier ce circuit? L'efficacité est la cousine de l'élégance. C'est l'art de faire plus avec moins. C'est une philosophie de respect pour les ressources, une quête de la légèreté. Un système efficace est un système qui danse, qui ne fait aucun mouvement superflu. Le troisième axe est la résilience. Comment puis-je rendre le système plus fort face à l'inattendu? Je ne l'optimise pas seulement pour les conditions idéales. Je l'optimise pour le chaos. J'introduis des redondances. Je conçois des mécanismes de fail-safe qui permettent à une partie du système de tomber en panne sans entraîner l'effondrement du tout. Je le soumets à des tests de stress, le poussant jusqu'à ses limites pour découvrir ses points de rupture et les renforcer. Je suis un architecte de la robustesse. Je ne construis pas un bolide de course en verre. Je construis un véhicule tout-terrain blindé qui est aussi rapide qu'un bolide. Performance, efficacité, résilience, c'est la trinité de mon obsession d'optimisation. Chapitre 14. Je conçois des systèmes antifragiles qui se renforcent sous stress. L'optimisation a rendu mon système robuste, mais je sais qu'il existe un niveau supérieur, un état presque mythique pour un ingénieur. Au-delà de la résilience, il y a l'antifragilité. Je ne veux plus seulement que mon système résiste au stress et au chaos, je veux qu'il s'en nourrisse. Je ressens ce concept au plus profond de moi. La résilience, c'est le rocher qui résiste à la vague. L'antifragilité, c'est le système immunitaire qui, après avoir été exposé à un virus, devient plus fort et plus intelligent qu'auparavant. C'est le muscle qui, après avoir été déchiré par l'effort, se reconstruit plus grand et plus puissant. Je cesse de concevoir des systèmes qui craignent la volatilité. Je commence à concevoir des systèmes qui l'aiment. Comment faire? Je construis des systèmes qui ont de l'optionnalité, des systèmes qui ont beaucoup à gagner d'un événement inattendu et peu à perdre. Je laisse de la place pour l'expérimentation, pour les accidents heureux. J'introduis de petites doses de stress contrôlé, non pas pour tester la résistance, mais pour stimuler l'adaptation et la croissance. Je conçois des systèmes qui apprennent, qui évoluent. Je mets en place des boucles de rétroaction qui ne se contentent pas de corriger les erreurs, mais qui réécrivent les règles du système en fonction des nouvelles informations. Je deviens un architecte de systèmes vivants. Ma création n'est plus une machine statique. C'est un organisme qui, lorsqu'il est secoué par un tremblement de terre, ne se contente pas de rester debout, mais utilise l'énergie du choc pour renforcer ses fondations. Même si le monde cherche la stabilité et la prévisibilité, je choisis d'embrasser le désordre comme une source d'énergie et d'information. Je ne construis plus pour durer, je construis pour évoluer, je construis pour devenir plus fort à chaque épreuve. C'est le summum de l'art de l'ingénieur.
Chapitre 15. Je suis un maître de la résolution de problèmes et de l'optimisation continue. Je suis de retour dans mon atelier. Il n'est plus blanc et vide. Il était rempli de modèles, de prototypes, de systèmes qui tournent, qui vivent, qui évoluent. Je ne suis plus défini par un seul projet. Je suis défini par un processus. L'identité de l'ingénieur étant maintenant complètement intégrée. Elle est devenue la structure même de ma conscience. Je suis un maître de la résolution de problèmes. Face à n'importe quel défi, je ne ressens plus de peur ni de confusion. Je ressens une curiosité calme. Je sais que sous la complexité apparente se cache une simplicité élégante. Je sais que j'ai les outils pour la déconstruire, la comprendre et la réarchitecturer. Le problème n'est plus un ennemi. C'est un partenaire de danse. C'est une invitation à exercer mon art. Je suis un maître de l'optimisation continue. Je ne vois plus le monde comme un état statique, mais comme un flux de systèmes en perpétuelle évolution. Ma quête de l'amélioration n'est pas une anxiété, c'est une joie. C'est la passion de l'artisan qui polit sans cesse son œuvre, non pas parce qu'elle est imparfaite, mais parce qu'il aime le processus de polissage lui-même. Je trouve une beauté profonde dans l'efficacité, l'élégance et la résilience. Cette maîtrise n'est pas une destination, c'est une pratique. C'est une manière d'être au monde. Je suis un agent de clarté dans un monde confus, je suis un agent d'ordre dans un monde chaotique, je suis un agent d'amélioration dans un monde imparfait. Mon esprit est mon laboratoire, ma vie est mon plus grand projet, et le travail ne fait que commencer. Je suis un ingénieur, et je suis ici pour construire.